Bonjour, je m'appelle William Potvin, je suis courtier immobilier pour Remax. Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue à mon podcast Visite Libre. Pour vrai, si vous prévoyez acheter une maison ou vendre une maison dans votre vie, vous devez absolument écouter cet épisode-là parce que je reçois un notaire, Vincent Attala, puis on discute de tellement d'informations importantes. Là. On discute de pièges à éviter dans une transaction, on discute des coûts inattendus. Bref, c'est de l'information cruciale que tout le monde devrait savoir. Je vous retiens pas plus longtemps. Sur ce, bonne écoute. C'est parti, Vincent. T'es Yes, prêt? let's go. Comment tu te sens? Ça va? Ça va? Ouais, toi? Très bien, très bien. Fait que bienvenue, merci d'être Merci. là à mon podcast. Toi, c'est ton premier podcast. Moi, c'est mon premier avec un notaire. T'as déjà fait de vidéos, podcasts, contenu? Non, comme ça, en vidéo, comme ça, non, jamais, jamais. Là. Parfait. Fait que C'est mon premier. ça va être notre première expérience avec un notaire. On a tellement de contenu, pour vrai, je pense qu'on va être obligé de faire ça en 2 podcasts. Parce qu'il y avait la situation avec les vis cachées qu'on n'avait pas le temps. Ouais. Fait qu'on va arrêter de perdre du temps. Première question. Les gens qui connaissent pas ça, un notaire, c'est un rôle crucial dans une transaction immobilière. Mais c'est quoi que ça fait concrètement, là, faire ça simple? C'est quoi que ça fait un notaire? Ben, un notaire, je veux dire, la population en général, comme tu l'as dit, on n'est pas vraiment au courant de ce que c'est. Pourquoi? Il n'y a peut-être pas énormément de publicité par rapport à ça. On n'est pas très non plus valorisé, si je peux dire, aux universités, dans le parcours du bac en droit. Fait on est des conseillers juridiques et des officiers publics. Alors, ultimement, ce que ça veut dire, c'est comme un avocat, on donne des conseils juridiques, que ça soit par rapport à une transaction immobilière comme on est en train de discuter aujourd'hui, mais ça peut être pour toute autre chose. Donc, ça peut être, par exemple, dans la planification successorale, testament, mandat de protection, ou bien quelqu'un est dans une transaction immobilière, il ne peut pas se déplacer, donc il va donner peut-être une procuration à quelqu'un. Si tu veux, on pourra entrer plus en détail par rapport à ça, mais c'est de donner certains droits à d'autres personnes. Fait que nous, notre rôle, c'est de conseiller tous les parties à une transaction, si on est spécifiquement dans un domaine en immobilier. Donc, on donne des conseils, on reçoit des instructions des institutions financières, des courtiers immobiliers, etc. Donc, notre rôle, c'est de s'assurer que le dossier en son ensemble fait du sens. Conseiller juridique, on est aussi officier public. Donc, on est comme un démembrement où on représente l'État dans, par exemple, la certification de documents. Nous, ce qu'on fait, c'est des actes authentiques. Donc, généralement, lorsqu'un acte est fait devant notaire, c'est difficile de le contester. Comme par exemple un testament notarié comparé à un testament qui est fait holographe ou devant témoin. D'accord? Donc, ça vient juste donner un peu. Puis aussi, on célèbre des mariages. Donc, généralement, les gens ne sont pas trop au courant de ce qu'on fait, mais on peut aussi célébrer des mariages. Donc, c'est quelque chose que moi, je fais aussi. Vous avez, comme au mariage? Oui. Comme par exemple, des fois, comme moi, je me suis marié avec ma femme, on allait à l'église, tu sais, avec la normale. Mais il y a aussi des gens qui ne veulent pas aller à l'église ou qui veulent le faire dans tout autre environnement. Alors, un notaire peut célébrer ce mariage-là. Donc, on va aller, on a certaines règles, bien évidemment, à respecter, comme tout autre célébrant. Puis, ultimement, on signe les documents ensemble. On peut faire des contrats de mariage comme on peut ne rien prévoir par rapport à ça. Puis, on le célèbre. Donc, il y a une grosse soirée, tout ça, tu sais, comme quand on va à l'église, il y a vraiment... Tout ça, on le fait. C'est cool. Ouais, on le fait. Puis... c'est plus large que juste l'immobilier, là. Ah ouais, c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. Puis on fait tout ce qui est domaine juridique, ça peut être du corpo, des entreprises, testament, mandat de protection, immobilier. Tu te spécialises en immobilier ou c'est... Donc, ouais, c'est ça. Moi, je fais beaucoup d'immobilier résidentiel. Et je fais aussi de la planification successorale. C'est vraiment mon petit dada, là. Donc, j'aime vraiment ça, donner des conseils par rapport à testament, quels sont les types de legs qu'on pourrait faire aussi, comme par exemple, il y a des gens, ils veulent léguer certaines choses à certaines personnes, et puis on a une connaissance ou bien approfondie dans ce domaine-là, comme par exemple, si on peut faire certains legs qui pourraient nous éviter l'impôt immédiat au moment du décès, comme par exemple, bon, c'est des termes un peu plus compliqués, mais le roulement en faveur du conjoint, par exemple, par rapport aux sommes qui se trouvent dans un compte CELI ou dans nos REER. Donc, c'est quelque chose qu'on prévoit aussi. Puis dans une transaction immobilière, il y a un point qui est ultra important, là, la recherche de titres, l'examen des titres. Dans le fond, tu prends tous les documents, les actes de vente, tu fais quel genre de vérification? Ça implique quoi faire ça? En fait, peut-être dans un dossier immobilier, je dirais que l'examen des titres, en tout cas d'après moi, c'est l'une des parties les plus importantes pour la préparation du dossier. Et c'est quelque chose que le commun des mortels ou bien les gens ici, les Québécois, ne sont pas vraiment ou ne connaissent pas réellement. Donc nous, on reçoit le dossier du courtier immobilier. On reçoit aussi les instructions de l'institution financière. Après ça, nous, notre rôle en tant que notaire, c'est de s'assurer que le titre ou bien la propriété qui est vendue par les vendeurs
n'est pas teinté d'irrégularité, où il n'y a pas de vice par rapport au titre qui est transféré au nouvel acheteur. Donc, ce que ça veut dire d'une manière beaucoup plus simple, c'est le fait de dire que, OK, moi, je vais aller sur le registre foncier, entre autres. Donc, on va aller s'assurer que tous les titres qui nous ont menés à aujourd'hui sont valides. Des fois, notre vendeur ne le fait pas de mauvaise foi, mais ça se peut que l'ancien vendeur, qui nous a permis au vendeur d'aujourd'hui de devenir propriétaire, il a fait une transaction double. Okay? Donc, le notaire qui a fait la dernière transaction n'était pas au courant, on ne l'a pas remarqué. Alors là, on se rend compte que le même titre a été transféré à 2 reprises. Donc ça, c'est un examen de titre, c'est ce qui nous permet de venir voir, de sortir les irrégularités ou bien les choses qui pourraient vicier ou bien rendre le titre mauvais. Là. Il y avait comme 2 propriétaires? Ça se peut. Mais réellement, le propriétaire, c'est le premier qui figure au registre foncier. Donc, c'est l'acte qui a été publié en premier. C'est pour ça qu'on a comme responsabilité, disons, on signe un acte ensemble. Cet acte-là doit être publié le plus rapidement possible pour éviter que quelqu'un d'autre le signe. Que le vendeur puisse faire une vente double, par exemple. C'est quelque chose d'extrêmement rare, mais ça se peut. Mais mettons, volontairement, c'est une fraude? C'est un type de fraude, c'est ça. Mais ça peut être fait, mais c'est rare. Dans ma pratique, j'en ai jamais vu, là. Mais c'est quelque chose qui se fait. Mais toi, c'était déjà arrivé que quelqu'un achète, on avait parlé, là, l'histoire du condo. Ouais, donc ça, c'était quelque chose, c'est une anecdote, là, mais c'est quelque chose qui est arrivé. C'est que on était justement en train de faire l'examen des titres. C'était une dame qui est en train de vendre son condo. On fait l'examen des titres, puis on se rend compte, mais qu'est-ce qui se passe? Tous les numéros de condo sont inversés. Donc, les numéros de lot ne coïncident pas avec l'adresse de la porte. Fait que c'était dans l'acte notarié à la base qui avait permis de devenir propriétaire de ce numéro de porte-là ou bien de cet immeuble-là, a fait une erreur, il a inversé. Par exemple, on disait le lot 1 million quelque avec le numéro de porte 5. Mais réellement, tous les copropriétaires, tous les gens qui faisaient partie de ce condo se sont vus leur numéro de lot inversé avec le numéro de porte, donc ça concordait juste pas. Fait que tous les copropriétaires ont acheté le mauvais numéro de lot? Oui, en fait, ils ont acheté le numéro de lot, mais on n'avait pas donné la bonne adresse, ou plutôt, si on veut dire plus spécifiquement, le numéro de porte ne coïncidait pas avec la désignation cadastrale, donc le numéro de lot. Et c'était là où ça créait un problème. Et donc, on a dû faire un acte de correction avec l'ancien notaire pour être capable d'ajuster ça, pour pas que cette erreur dans les titres se multiplie à travers les années. Donc, c'est une des choses qui nous a permis, qu'on a pu faire pour notre client. Fait que si vous n'aviez pas été là, lui, il aurait acheté le mauvais condo, techniquement? Techniquement, oui. C'est sûr que c'était pas quelque chose qui était fait de mauvaise foi, là, ni par le notaire, ni par le promoteur ou la personne qui avait fait, là, mais ça se glisse des fois. Les notaires, on est aussi des humains, là, donc ça peut qu'on ait inversé 2 chiffres. Et ça vient mettre un genre d'erreur ou de vice dans les titres, et c'est à nous de le corriger. Ou bien à nous, ou l'ancien notaire qui a fait l'erreur. OK, donc, fait que cette histoire-là, ça a bien fini, lui a pu acheter le bon condo. En fait, ça s'est corrigé, là, mais c'était pas quelque chose qui était drastique, mon Dieu, qu'on pouvait pas s'en sortir. On a juste contacté, on a mis à jour les documents, les numéros de lot, puis ça s'est fait. OK. C'est fou à quel point que le notaire, c'est comme une zone grise où est-ce qu'on ne sait pas vraiment qu'il existe dans la transaction avant qu'on arrive là. Je me fais poser souvent des questions. Ça fonctionne comment? Qui paye? C'est qui choisit? C'est quoi qui fait le notaire? Fait que je trouve ça intéressant qu'on fasse ça aujourd'hui pour éclaircir la plupart des points. Oui, puis généralement, en plus, c'est que le notaire, ce que les gens ne savent pas, comme tu l'as dit, c'est que le notaire peut même être dans le domaine ou dans la transaction dès le début. Donc, ça peut être même dans le conseil par rapport à la promesse d'achat. Donc oui, c'est sûr, les courtiers, vous êtes là, vous connaissez vos choses, c'est vraiment votre spécialisation, si on veut dire, tout ce qui est dans le domaine, dans la transaction immobilière. Mais des fois, on a des clients qui ne font pas affaire avec de courtiers. D'accord? Donc là, ils font leur propre promesse d'achat ou bien ils ont des templates ou bien des modèles qui suivent. Le tout est signé, ils viennent chez le notaire, oui, la promesse d'achat est faite, tout est fait, tu nous envoies les documents, on se rend compte, OK, puis il y avait ça. Mais est-ce que vous saviez ce que ça voulait dire acheter sans garantie légale, par exemple? Est-ce que vous saviez ce que ça voulait dire? Ou bien, donc, il y a plein de gens qui font ce genre de choses et malheureusement, c'est trop tard. Ils ont déjà signé, donc c'est un engagement. La promesse d'achat, c'est un engagement, une promesse de transiger. Évidemment, ça peut être renégocié par la suite. Il y a des avis de modification, des MO ou des choses comme ça. Mais c'est important de savoir sur quoi on s'engage. Sur quoi on s'engage, qu'est-ce qu'on est en train d'acheter. Avant de signer ça. Exactement. Et puis c'est pour ça que le notaire, dans ce genre de transaction, est très important. Donc, si ce n'est pas un rôle primordial, parce que, encore une fois, comme je te l'ai dit, on a le rôle de conseil. Donc, on est là pour les conseiller, on est là pour les guider. Et ça se fait même dès le début de la promesse d'achat jusqu'à la transaction, donc la signature et la publication de l'acte de vente ultimement. Là.
Moi, je parle souvent que les gens me posent souvent ces questions-là, là, parce que ça m'arrive souvent que les acheteurs, autant vendeurs, que des fois, ils me posent des questions. Assurance titre, juste pour mettre les gens en contexte, le certificat de localisation, c'est un document important, nécessaire à la vente. Si ça fait plus que 10 ans qu'il est plus à jour. Là. Ben, oui et non. Donc, comment ça se voit? C'est que, oui, la règle générale, c'est un un certificat de localisation qui est daté de plus de 10 ans. Ce n'est plus à jour. Donc, techniquement, il faudrait faire un nouveau certificat de localisation pour être capable, parce que la personne qui est en train de transférer son droit de propriété ou bien en train de vendre sa propriété dans un... Il doit avoir un document qui représente les lieux actuels. S'il L'état a des changé de lieux. piscine, s'est déplacé son cabanon, Exactement, s'il a exactement. fait un nouveau patio. Ben oui, c'est ça. Puis aussi, on parlait de la date de 10 ans ou plus. Ça peut être même, le certificat de localisation a été fait il y a 2 ans. Il n'y avait Si pas une- de piscine, exactement. Il C'est n'y a ça. pas eu de modification sur le terrain. Mais s'il y en a une, donc on a construit une piscine. Il n'y avait pas de cabanon, maintenant il y a un cabanon, mais qui est vissé au sol, par exemple. Qui est vraiment fixé au sol. Ben, malheureusement, même s'il n'y a rien qui a vraiment changé, mais là, il y a eu une modification. Il en Donc faut là, un on est nouveau. dans l'obligation d'en faire un nouveau. Et ce que les vendeurs... Ah, mais pourquoi ça fait que 2 ans? D'habitude, c'est 10 ans. Je suis d'accord, mais il y a quand même eu une modification et c'est l'obligation du vendeur de transférer euh, un titre, puis de donner aussi les documents qui sont à jour, donc incluant le certificat de Exact. localisation. Puis dans le cas où est-ce qu'il doit en faire un nouveau, on a vu ça pas mal dans les dernières années, là. Il avait pas le temps de le faire. T'sais, il le commandait, mais c'était pas arrivé au Ouais. moment de la transaction. Fait que les notaires exigent une assurance titre. Exactement. Puis Ça, personne ne sait c'est quoi pour eux, une assurance titre. Là. Souvent, c'est quand le certificat n'est pas à jour, qu'est-ce qui arrive quand on rendu au notaire? ouais, ben en fait, c'est que dans cette situation-là, plus spécifique, tu fais référence au moment quand il y avait la pandémie et tout ça, donc les arpenteurs étaient Ah, il était booké, débordés. fait que ça prenait un an d'avoir Ouais, un c'est nouveau. ça. Fait que là, c'est sûr que tu passes au notaire avant un an. Là. Ouais, non, mais c'était impossible. Fait que ce qu'on fait, ou bien une option, c'est de prendre une assurance titre pour pas être capable, pour ne pas avoir à déplacer la transaction de manière indéfinie, là, pour être T'sais, capable si de on quand veut même notarier, transiger. on veut faire la transaction. Exactement. Fait qu'on fait on prend une assurance titre. Donc, c'est le rôle au notaire de prendre une assurance titre. En fait, pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est qu'on n'a pas un certificat de localisation à jour. Donc, l'acheteur n'est pas en mesure de savoir, et le notaire évidemment, de savoir est-ce qu'il y a quelque chose ou une irrégularité par Hmm. rapport à la propriété. Par exemple, comme tu l'as mentionné, peut-être qu'il y a un cabanon ou bien une remise Qui dépasse. qui Ouais. empiète peut-être dans une servitude d'hydro ou bien de Bel Canada. OK? Donc ça, techniquement, ça serait une irrégularité qui devrait être remise à jour. Mais nous, on n'est pas en mesure de le savoir. Puis aussi récemment, il y avait eu, je parlais avec un de mes voisins là, et puis lui, il avait pris une assurance titre justement, ça va être un cas qui va te permettre à tout le monde de un peu mieux comprendre comment ça fonctionne. Au moment où il avait acheté la propriété, c'était aussi durant la pandémie. Il n'y avait pas de certificat de localisation à jour. Donc, ce que le notaire a fait, il a pris une assurance titre. Donc, c'est une assurance qui va venir couvrir toute irrégularité par rapport à la propriété dont on n'est pas au courant, ou on est au courant, mais qu'on n'est pas en mesure de régler immédiatement. Donc, qu'on ne veut pas régler maintenant. Fait que tu avais l'exemple du cabanon. Si c'est un cabanon Exact. qui dépasse, l'assurance titre, ça va couvrir quoi? Ouais, ben en fait, ça serait si jamais il y a des frais de déplacement. Par OK. exemple, parce que si c'est quelque chose qui est fixé, ben, ça veut dire qu'on doit peut-être détruire le cabanon, Exact. il y a peut-être quelque chose à faire dans le sol, donc il y a certains coûts par rapport à ça. L'assurance viendra couvrir cette chose en spécifique. Là, on est en train de parler s'il n'y avait pas de certificat, mais on peut avoir un certificat de localisation. Il y a des irrégularités qui y sont mentionnées, comme par exemple l'histoire du cabanon, qui empiète dans une servitude d'hydro. Hmm. Si on voudrait dire au vendeur, ah, mais moi je veux que tu la déplaces, ça se peut que le vendeur dise, regarde, moi je veux pas la déplacer, elle est là, puis c'est tout, j'ai jamais eu de réclamation par rapport à ça. Mais on peut prendre une assurance titre pour venir couvrir ce genre de situation. Dans le cas où la municipalité viendrait nous demander, par exemple, déplacer, parce qu'on n'a pas le droit de mettre de cabanon dans cette municipalité en vertu du règlement. Ou Fait que ça va venir, mettons, pour 400-500$, assurance titre, là, ça va couvrir les frais de. tous frais qui sont OK, en quand même. lien avec ce type de réclamation ou par OK. rapport à cette irrégularité spécifique. Et tu as mentionné 400-500$, c'est la norme, mais j'ai déjà eu une assurance titre qui était de 900$. OK, fait que Ça dépend qu'est-ce que de ça couvre? qu'est-ce que ça couvre, Je comprends. de la valeur de la propriété, de la valeur du risque aussi qu'on est en train d'assurer. Fait que s'il y a un risque, mettons que ça peut coûter 60$, c'est différent que ça coûte 5$. Exactement. Puis aussi, justement, je parlais du voisin. Quand il avait acheté, il n'y avait pas de certificat, donc il a pris une assurance titre. Et il y avait sur son driveway, il y avait du gravier. Après ça, la municipalité ou bien la ville était venue lui dire qu'il n'y avait pas le droit d'avoir ça et qu'il devait régulariser ça.
S'il devait le faire, donc il devait détruire son entrée, Stationnement. son stationnement, il devait tout refaire. Ça lui coûtait à peu près, je sais pas, près de 15 000. Mais il s'est dit, mon Dieu, c'est ça, Bon. mais parce qu'il avait une assurance titre, alors il a parlé avec son assureur, il lui a dit comme quoi, regarde, il y a telle situation, et c'est couvert par l'assurance titre. Donc ils ont dit, ok, nous on le couvre complètement. Fait que finalement, il n'a pas payé pour ça. Ça l'a couvert. Exactement, ça lui a couvert. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant Ben et oui. qui vient protéger les acheteurs et puis dans ce genre de transactions où il y a certaines irrégularités, là. Ouais, mais pour vrai, parce que c'est tellement un achat émotionnel que des fois, il peut y avoir certains. Tu sais, pas des pièges, mais il y a des choses qui sont facilement évitables, là. C'est quoi tes conseils? Mettons, c'est quoi les pièges les plus récurrents que tu vois, là? Si, mettons, un Ouais, achat sans inspection. ouais, ben, tu as parlé d'émotionnel. Donc, la chose que moi je conseille, c'est de, oui, évidemment, on est en train d'acheter une maison, on veut se sentir à la maison, il y a quand même un facteur émotionnel, mais de Ouais. ne pas uniquement se baser sur l'émotion et de mettre de côté toute chose logique ou bien rationnelle. Comme par exemple, oh mon Dieu, j'ai adoré la maison, elle est parfaite, je vois moi, ma femme, mes enfants sont là. Il y a Oui, d'autres offres, vite, vite. ouais, exactement, c'est un facteur à prendre en considération, bien évidemment. Mais, par exemple, acheter sans inspection, parce que, oh mon Dieu, c'est la maison de mes rêves, ça c'est quelque chose que Red flag. ouais, ouais, gros red flag. Puis justement, j'avais eu un client, on avait fait une transaction il y a peut-être un an, et puis c'était pas pour lui, là. Il m'a juste envoyé un courrier. Ah, regarde, j'ai un ami qui a besoin d'informations. Il a acheté une propriété. En tout cas, de fil en aiguille, je comprends qu'il a acheté une propriété sans inspection. Et puis là, il se rend compte que la propriété est en ruine, là. Donc, Uh-oh. elle avait de tomber. Puis là, il veut savoir quels sont ses recours. Donc là, justement, on retombe dans la promesse d'achat, acte de vente, voir qu'est-ce qui a été négocié, qu'est-ce qui a été dit, vice caché ou non. Mais en même temps, il n'a pas fait d'inspection. Et c'est quand même le rôle des acheteurs. C'est quand même une certaine responsabilité de comprendre ce qu'on est en train d'acheter. Donc, Tu sais, à certaines exceptions, mettons qu'un acheteur veut tout mettre à terre, la refaire au complet, ou un entrepreneur qui connaît vraiment ça. ouais. Mais 95% des cas, c'est important de mettre ça. Puis on voyait ça tellement souvent, là, en offre multiple, les gens ils enlèvent ça, puis là, pour rendre leur offre un peu plus Mais intéressante. c'est ça, puis c'est malheureux, là, mais tu sais, c'était une condition du marché. Si les gens voulaient vraiment acheter une propriété, ben, ça venait avec, malheureusement. Ouais. Mais c'est quelque chose que je déconseille fortement. Toujours faire une inspection. Juste question de savoir, OK, il y a peut-être certaines choses qui ne fonctionnent pas dans la propriété, mais est-ce que ça rentre dans mon budget? Peut-être que je pourrais réparer cette chose-là et ça rentre dans mon budget. Mais c'est juste le fait de savoir, OK, telle chose, gros red flag. Et les inspecteurs, c'est leur rôle de te dire, OK, voici toutes les situations qui sont bonnes, voici toutes les situations qui sont mauvaises. Et ultimement, c'est à toi de décider si tu achètes la propriété. Mais au moins, ça te permet d'avoir a clear picture, donc une image claire de ce que tu es en train d'acheter, là. C'est bon, toi puis l'avocat, là, sur l'autre épisode, vous dites les mêmes choses, c'est important de faire ça, faut Ouais, pas ouais, passer à côté. Là. c'est un des plus gros red flags. C'est fais ton inspection, assure-toi. Puis comme il avait mentionné, puis on va pas rentrer en détail, mais il y a des raisons pourquoi, puis on pourrait être tenu responsable et donc on Exact. pourrait pas avoir d'indemnité pour la perte qui aurait été subie sans inspection, là. Toujours faire l'inspection, no matter what. Ouais, ouais, c'est super Parfait. important. Ouais, Ça, ouais. c'est noté. Vous notez ça? Qu'est-ce que les parties considèrent pas? Mettons, on parle d'achat émotionnel, là. C'est quoi que les acheteurs, des fois, les vendeurs, oublient de considérer rendu au notaire? Y a-t-il un délai que... Ouais. Parce qu'on parlait de délai que la banque doit envoyer les documents au notaire. Mais tu sais, des gens, des fois, ils te rentrent une promesse d'achat de notaire dans 2 semaines. Le temps de faire l'inspection, financement, il faut que la banque t'envoie le document. Est-ce que ça arrive souvent que le délai est trop court? Ouais, ben, ça arrive souvent, les clients voulaient que ça soit signé hier. OK? C'est ça. Donc, ah non, non, ça doit être signé, puis maintenant, je suis comme, OK, je comprends, mais il y a certaines choses qu'on doit prendre en considération. Première des choses, c'est est-ce que la promesse d'achat est signée? Des fois, oui, Ça je serait dois. un bon Ah, début. Ça serait un bon ouais, début. je veux que ça soit signé dans 2 semaines. Je suis comme, OK, mais est-ce qu'il y a une promesse d'achat? Oui, c'est en train de se faire. Bon, OK, bon, on va attendre que ça soit fait pour être capable de voir qu'est-ce qui a été négocié et tout. Deuxième des choses, est-ce que le financement est passé? Parce que il y a plusieurs personnes qui font des promesses, mais on n'a pas encore passé au financement. Ou on a passé au pre-approval, à l'approbation primaire, là, si on veut, mais ils n'ont toujours pas signé les documents officiels. Donc, on n'a pas les documents. Et moi, en tant que notaire, je dois attendre de recevoir les instructions de la banque ou bien de la caisse pour être capable de voir, Faire vraiment OK, ton qu'est-ce qui est travail. demandé exactement. Parce qu'on ne peut pas acheter une maison s'il y a un financement sans le financement lui-même.
Puis des fois, c'est le délai de la banque, là, ça prend du temps à Ouais, et des recevoir, fois, là. ça n'a rien à voir avec le client. Des fois, vraiment, le client a signé les documents. Une fois, ça m'est arrivé, il y a une banque qui nous ont signé les documents, puis là, c'était une banque, juste pour pas nommer le nom, ça a pris 2 semaines et demie pour que je reçoive les documents. Il y a eu un problème à l'interne, il y a eu quelque chose, puis finalement, ça a pris 2 semaines et demie. Donc, c'était impossible pour moi, en tant que notaire, de respecter. La transaction devait se faire dans 3 semaines et demie, et ça fait 2 semaines que j'attends les instructions. Et habituellement, il faut quand même prévoir une semaine entre l'acte d'hypothèque et l'acte de vente. Question de publier l'acte d'hypothèque, recevoir les confirmations de publication et par la suite signer l'acte de vente. Mais ça, c'est certains paramètres que les gens ne prennent pas en considération. Effectivement, ouais. Puis tu parlais aussi certaines choses que les acheteurs, tant les acheteurs que les vendeurs ne prennent pas en considération dans une transaction immobilière. Par exemple, surtout les acheteurs, c'est dans la taxe de bienvenue, par exemple. Ouais. C'est toujours une surprise, c'est toujours quelque chose Ça qui fait est- mal. Ça fait Ça mal. fait super mal. Puis, des fois, il y en a plein qui ne le calculent pas dans leur budget. Donc, ils viennent, tu sais, ça devient lourd, c'est quand même assez difficile. C'est des sommes qui peuvent être considérables. Ça peut passer de 2 000 à 3 000 $, tout dépendamment de ce qu'on est en train d'acheter. Et ça peut monter à 15 16 20 000 $. Dépendamment Donc, de la ville. Dépendamment de la ville, du dépendamment montant. du montant de la transaction. Puis, justement, on parlait, c'est que, juste pour entrer peut-être un peu plus en détail là-dessus, la taxe de bienvenue, c'est quoi? C'est évalué sur la transaction, sur la propriété qu'on est en train d'acheter. Donc, on a la valeur ou bien le prix pour lequel on est en train d'acheter. Il y a aussi l'évaluation. Puis, généralement, on est en train de prendre le montant le plus élevé des deux. Fait que je te donne un exemple. Disons, on est en train d'acheter à 500 000, mais l'évaluation de la municipalité est à 560. Ben là, on va devoir prendre le montant le plus élevé des deux pour être capable de calculer la taxe de bienvenue ou bien les droits de mutation dans le langage juridique. Fait on prend le 550 et là, ça finit pas là. On a aussi un facteur comparatif. Donc ça, c'est un facteur qui est établi par la municipalité ou bien la ville dans laquelle on est en train d'acheter. Donc on doit multiplier, si jamais on est en train de se baser sur la valeur ou l'évaluation municipale, on doit se baser sur le montant 550 fois le facteur comparatif et là, ça nous donne notre base d'imposition. OK. Fait que des fois, à la base, on se dit, j'achète à 500, les gens font leur calcul rapidement, puis on se rend compte que, ça nous donne 10 000, par exemple. Mais ce qu'ils ne prennent pas en considération, c'est que peut-être l'évaluation est beaucoup plus élevée. Il y a un facteur comparatif aussi. Donc, ça nous amène ça peut augmenter 5, 6, 7 000 $ facilement. Fait qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour faire ce calcul-là avant? En fait, je me l'écris toujours, puis justement, je me suis dit, tu allais peut-être me la demander, là. Fait que, Ça, c'était pas prévu, hein? ouais. Mais il y a Fait- des calculatrices en ligne, tu écris le montant à la ville. Ouais. Parce qu'il y a un certain pourcentage pour le premier, mettons, le premier 100 000, après ça, c'est un différent Mais pourcentage. exactement. Puis c'est ça. Puis justement, je les avais écrits parce que je me suis dit, si jamais on me la posait, Ok. j'allais être prêt. Mais comment ça fonctionne? C'est de 0 à 58 900 $. On est à 0,5 %. OK. OK? Après ça, de 58 901 à 294 600, on est à 1 %. Donc cette tranche-là est imposée à 1 %. Fait que comme tu peux comprendre, celui qu'on était à 0,5, donc on fait le montant, combien Ouais. ça donne. Plus, on additionne le 58 901 à 294, tout dépendant, on se trouve dans quoi, à 1 %. On l'additionne. Et c'est les tranches comme ça. Donc, c'est différents Pourcentage, ouais. différents pourcentages Mais- qu'on vient additionner pour nous donner le calcul total. Je suis curieux, si on trouve une calculatrice en ligne, là, Ouais. mettons, calculatrice, De calcul de droit de... droit de mutation. Tu vas le trouver. Il y en a. Il y en Parce a que qui ça sont dépend de la faits. ville aussi. Exactement. Parce qu'il y a certaines villes comme Montréal qui ont, après un certain bracket, ils ont un pourcentage d'imposition supplémentaire. Je sais qu'aussi... Mettons, Mascouche, valeur de l'immeuble, 500, facteur comparatif, 100%. Ben là, prenons pour acquis qu'on est en train d'acheter à 500, puis la valeur est à plus basse. Fait que là, on se base uniquement sur le prix d'achat. Fait que tu vois, pour 500 000, tu as 5 732 de taxes de bienvenue. Ça se peut. Et là, maintenant, encore une fois, il faut voir si la calculatrice a été mise à jour par rapport au pourcentage, parce que chaque année, on peut mettre le Ok, pourcentage c'est ça. supplémentaire. C'est quand même assez discrétionnaire pour les municipalités. Ils peuvent augmenter les pourcentages. Les premiers pourcentages sont les mêmes. C'est une fois qu'on dépasse un certain montant que ça devient supplémentaire, comme dans le cas de Montréal. Mais je pense qu'à partir de 500 000, c'est là que ça commence à faire mal. Là. C'est là où ça commence à faire mal, ouais. Parce que ma soeur l'a acheté, puis ça a fait mal. Ah ouais, mais moi aussi, j'ai acheté, puis ça m'a... Puis je Ça, suis c'est jamais notaire. le fun, hein? Puis regarde, je suis notaire, je l'avais calculé. Puis... Parce que aussi, dans l'acte notarié, ce qu'on vient prévoir, c'est qu'on vient déclarer quelle sera la taxe de bienvenue. OK. OK? Mais il se peut qu'on soit un peu off, donc un peu plus haut, un peu plus bas. Généralement, on le vise bien. Mais c'est quand même à titre informatif qu'on le met. On fait nos calculs, bien évidemment. On ne laisse pas ça
euh, Tu vas avoir entre à la 5 et 20 chance. 000, bonne chance. Ouais, c'est ça. Non, non, c'est généralement très, très, très proche de la réalité. OK. Mais il faut quand même savoir que ça peut fluctuer. Puis moi, étant notaire, je savais, j'ai fait le calcul, j'ai fait les trucs, puis je me suis dit, ah, Mais ok, quand tu c'est le bon. Mais reçois, quand là, tu le reçois, c'est autre chose, ça fait mal. Et aussi, c'est super important de le payer dans les délais impartis pour justement éviter les intérêts qui peuvent s'accumuler, les pénalités et tout ça. Donc, c'est déjà un montant assez élevé, donc juste faire le surtout qu'il paiement. y a des villes qui l'envoient, mettons, sont en retard, ils l'envoient 6 mois plus tard, t'as oublié, là. Ah ouais, ouais, ben c'est ça. Mais Montréal, moi, j'ai été tellement chanceux, j'habite à Montréal, fait qu'ils Ça, me l'ont c'est envoyé rapide. en 2 semaines. 2 semaines, Deux, OK. 3 semaines. Donc, je l'ai reçu Caroline. assez rapidement. J'ai pas eu le bénéfice de OK. juste relaxer. Fait que, non, non, moi, Fait c'est que tu assez... l'avais encore, tu sais, Ouais, ça ouais. peut arriver, tu le dépenses, puis là, whoop, tu Ouais, l'oublies 6 mois exactement. plus Mais tard, moi, je 15 savais, tu sais, encore une fois, je l'ai mis de côté, puis je me suis dit, ça, j'y touche pas, c'est pour payer ça. Mais il y a des gens, par exemple, ça peut prendre 2, 3 mois. Exact. Mais après ça, tu rentres dans une maison, il y a le déménagement, il y a la peinture, les rénovations et tout ça. Donc, ça peut être facilement oublié. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait garder en tête. Vincent, tu es un notaire en immobilier. Ouais. Vrai ou faux? Je vends ma maison, c'est l'acheteur qui paye tous les frais. Hmm, ben, malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais non, c'est faux. Euh, Il y a des... En fait, les acheteurs et les vendeurs ont des honoraires à payer, ils ont des frais. Les acheteurs, on le sait déjà, c'est en lien avec l'acquisition de la propriété, donc ça, c'est pas quelque chose qu'on va vraiment rentrer en détail, mais c'est plus pour les vendeurs. Euh, il y a aussi des frais pour eux. Pourquoi? Parce que habituellement, c'est pas toujours le cas, mais habituellement, les vendeurs ont quand même une hypothèque qui est liée à la propriété qu'ils sont en train de vendre. Donc moi, je dois premièrement rentrer en contact avec la banque ou l'institution financière qui avait financé l'acquisition de cette propriété. Et ça, c'est même si le compte est à zéro, donc ils ont payé, tout est payé, le prêt est complètement payé, mais c'est à zéro. Il faut quand même radier Ouais. cette hypothèque-là. Pourquoi? Parce que c'est une charge qui reste sur la propriété qu'on entend vendre, qu'on veut vendre. Alors là, ils ont quand même cette responsabilité, puis ils ne veulent pas être tenus non plus responsables pour un immeuble dont ils ne sont plus propriétaires. Donc, il y a des frais pour moi de demander le relevé pour être capable de savoir quel est l'état de la dette. Et aussi, il faut que je rembourse cette dette. Donc, il va falloir quand même qu'il y ait de la gestion de mes sommes dans mon compte en fidéicommis. Moi aussi, on sort les comptes de taxes municipales, de taxes scolaires, tout ça. Pourquoi? Parce que c'est la responsabilité aussi du vendeur de s'assurer que le tout est payé. Donc, c'est à lui de payer ces sommes-là. Et ce serait dommage de transférer un bien et qu'il y a des comptes en souffrance. Encore une hypothèque sur l'immeuble, là. C'est Exactement. pas avec Et, la taxe de bienvenue, ça. ouais, c'est ça. Et aussi, ce qui arrive, c'est que généralement, si l'acheteur est en train de financer aussi, une des conditions, c'est que le prêteur, donc la banque ou bien la caisse, a une hypothèque de premier rang. Ah, c'est ça. Ce qui veut dire S'il qu'il y n'y en a a aucune déjà autre... une. Exactement. C'est qu'il n'y a aucun autre droit, aucune autre hypothèque qui passe devant elle dans le cas de défaut. Parce que Donc, sinon, c'est la première qui va se faire rembourser. qui va se faire rembourser en Je premier et comprends. puis elle sera en deuxième. Donc, c'est une des conditions généralement qu'on reçoit dans les hypothèques, à moins que ça ait été négocié comme étant deuxième rang. OK, fait que c'est pas vrai que je vends ma maison, c'est tout l'acheteur qui paye les frais de notaire. Non, 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 ça ne l'est pas. Puis même si, par exemple, il n'y a pas d'hypothèque, il y a aucune charge qui est publiée avec la propriété, il y a quand même certains frais pour justement la gestion des sommes dans mon compte en fidéicommis. le L'application trans- des taxes. Exactement, Ouais. sortir les taxes municipales, les taxes scolaires, aussi envoyer l'argent s'il y a des chèques aussi à émettre et tout. Donc, tout Mais- ça, c'est du temps. Mais le gros du notaire, mettons les frais d'honoraires du notaire, ça, c'est l'acheteur. Ouais, ouais. La majorité du temps, c'est l'acheteur. Évidemment, c'est sûr s'il y a une situation à laquelle on ne s'attendait pas, puis, tu sais, il y a toujours des exceptions à la règle, mais en général, la majorité des frais ou des honoraires sont à l'acheteur. Fait que, mettons, je vends ma maison, combien je dois, mettons, me mettre de côté pour les frais de notaire? Ben, ça dépend vraiment d'un bureau à l'autre. OK? Mais je dirais, en tout cas, de ce que j'ai vu autour de moi, généralement, pour une quittance, c'est à peu près entre 800 et 900, 1000 dollars à peu près. Ça inclut vraiment, évidemment, s'il y a une hypothèque à radier, là. OK. Fait De ce que j'ai vu dans les gens dans mon entourage. que tu vends ta maison, ça te coûte environ 1000$ au notaire. Plus ou moins. Puis ça veut dire que l'acheteur, c'est plus, c'est 1500, 1700. Ouais, ouais. Puis honnêtement, il y a des gens qui font des honoraires à 1500, mais en tout cas, maintenant, la tendance, en tout cas, de ce que je vois, c'est facilement 1008, OK. 1009, 2000. Il y en a même à 2200, 2300. Et les gens peuvent trouver ça un peu cher. Mais en même temps, il faut garder en tête pour tout ce qu'on a dit, et puis toute la responsabilité et l'envergure d'une transaction Le rôle immobilière. est crucial, ouais. Exactement, c'est pas énorme pour la quantité de temps qu'on travaille dans un dossier. Et non seulement ça, mais il y a aussi le fait que en fait, la facture qu'on envoie est généralement divisée en deux. Donc, on a les déboursés, donc tout ce que ça coûte purement
pour être capable de recevoir les instructions de la banque, être capable de faire les demandes de relevé de taxes municipales, taxes scolaires. Fait que tout ça, ça doit être pris en considération et on le charge. Et il y a une autre partie qui est pour nos honoraires, pour le travail que nous, on a mis. Donc, c'est pas, disons, je te charge 2500 $. Je dis n'importe quoi, tout dépendant de 2500 $. Mais c'est pas 2500 qui rentrent dans ma poche, puis OK, voilà, le notaire vient de faire 2500. Non, on a des choses à payer, on a des déboursés à remplir aussi. Les taxes, souvent, tu payes à la ville. Exactement. Comme par exemple, à Montréal, je pense, comme ça, rapidement, je pense à peu près 150 $. Pour aller chercher les comptes de Ben, taxes. par exemple, pour recevoir, ouais, environ, mais si, disons, je vais avoir les instructions de la banque. C'est environ 148 $. OK. Ça, c'est juste le fait, pour moi, d'accepter le mandat de la banque pour être capable de voir, OK, qu'est-ce que la banque demande de mon client pour le prêt qu'elle est en train de lui donner. Ça me coûte 150 $ recevoir les instructions. Ça va vite. Mais exact. Fait que les gens ne savent pas ça, mais c'est quand même c'est une des raisons pourquoi les frais peuvent sembler élevés alors qu'ils ne le sont pas réellement. Là. Fait que les gens qui écoutent ce podcast-là, est-ce qu'ils ont un prix spécial vu qu'ils sont... On peut voir, ben oui. Je fais des blagues, c'est rare. Y a-t-il des gens qui négocient les frais de notaire? Ah, mais oui, c'est comme si... énormément. Il y a des gens qui négocient les frais de notaire comme s'ils sont en train de négocier, je sais pas moi, un sac de patates au marché du coin. Là. Es-tu sérieux? Par exemple, le client vient... Une fois, c'était un appel que j'avais reçu. Le client m'appelle, il me dit... ouais, ça coûte combien, par exemple, pour une transaction immobilière, tel. Je dis, OK, ça va te coûter 1900. Ah, mais l'autre m'a fait à 1850. OK, pour 50$. Non, ça peut être 50. Mais moi, c'était 50 $. Je dis, ben regarde. Je dis, je comprends, mais regarde. C'est mon prix, Là. C'est mon prix. Puis je veux dire, la majorité des notaires, maintenant, on commence à s'entendre sur le fait que ce sont nos prix. Et si jamais quelqu'un a donné 50 $ de moins, ben ça sera 50 $ de moins. C'est juste que chaque notaire évalue la qualité de son travail. Puis disons, encore une fois, moi je te dis un chiffre fictif, moi j'évalue mon travail à 2000 $ par dossier. Je dis pas que c'est nécessairement ça, mais tout ce que je suis en train de dire, c'est que c'est 2000 $. Ben pour moi, 2000 $, c'est ce que ça vaut. Et puis tu vas aller ailleurs, tu peux y aller, mais c'est sûr, on n'approche pas comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que... Fait que les gens négocient ça comme si c'était un vendeur, puis c'est toi qui... Ouais, on négocie les frais de notaire, puis c'est quelque chose courante, là. Ça peut être pour 100 $, 200 $, puis... Ça va quasiment insultant, là. Tu pars la transaction d'un mauvais pied. Ouais, ben regarde, c'est la réalité. C'est la réalité des choses, de l'affaire du notariat, puis c'est quelque chose qu'on accepte, puis on fait avec, là. C'est comme dans ton domaine à toi, c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent se négocier et tout, puis... 100%, mais tu sais, mettons, je considère ça un peu différent. La commission d'un coursier, tu sais, dans ma tête, c'est plus négociable, parce que tous les coursiers techniquement, on pourrait avoir une commission différente. Fait que souvent, je me fais négocier ma commission, puis si ça fait partie du travail. Du processus, ouais. Ça dépend de ce qu'on fait dans la mise en marché, est-ce qu'on fait une vidéo, est-ce qu'on fait de la publicité ciblée. Fait que il y a beaucoup de choses à prendre en considération, mais le travail du notaire reste le même. Ça dépend pas du prix. Est-ce que vous faites plus de recherches si on paye plus cher? Ben, techniquement, ça ne devrait pas l'être. Mais on ne sait pas, on ne connaît pas la pratique d'un autre notaire. Je ne peux pas te dire, par exemple, toi, tu étais notaire, je ne peux pas te dire, OK, par exemple, toi, peut-être que tu coupes les coins ronds. J'ai aucune idée de le savoir. Mais pour moi... Tu le vois, là, quand tu parlais de l'histoire du condo qu'ils ont acheté le mauvais numéro de l'eau. Mais ça, encore une fois, c'est pas pour dire que le gars avait coupé les... Ça peut être une erreur, ça peut être une erreur, faisable. Mais en même temps, quelqu'un qui transige, qui fait un haut volume, qui charge très bas, ben on pourrait peut-être se poser des questions sur l'efficacité ou bien le rendement de sa pratique. Mais... Condo, Vincent. Ouais. Je sais pas si peut-être qu'on va faire ça dans un autre podcast, mais quelqu'un qui achète un condo, ton travail est-tu différent? Y a-tu quelque chose que tu fais de plus? Ben, ultimement, oui. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on a à faire de plus. Plus de documents à vérifier. Oui, évidemment. Comme par exemple, là, il y a un syndicat de copropriété. Donc, moi, en fait, ce que je fais dans la pratique, j'envoie toujours un genre de formulaire au syndicat afin qu'il puisse me déclarer exactement qu'est-ce qui est inclus là-dedans. Donc, c'est quoi qu'on a. Est-ce qu'il y a des cotisations spéciales qui sont à venir, qui sont en train d'être négociées? Puis on va y arriver un peu plus tard pour les cotisations spéciales, c'est quelque chose d'assez important. Est-ce que c'est mis à jour? Est-ce qu'il y a eu les déclarations annuelles? Quel est le numéro d'immatriculation? C'est toutes des informations comme ça. Est-ce que, par exemple, il y a le mot m'échappe, là, les charges mensuelles, là, les frais de condo, exactement. Est-ce qu'ils sont payés pour la partie qu'on est en train de vendre? Parce qu'il peut y avoir un déficit, le propriétaire actuel n'a pas payé ses frais de condo. Exactement. Donc ça, par exemple, je dis, il y a des frais de condo de 500 $ par mois. Ben, s'ils ne sont pas payés, là, ben, le nouveau qui va entrer, ça serait dommage. En fait, le but, c'est... Exactement. Fait que le but, c'est de, justement, que le tout soit payé avant que la transaction ait lieu.
Comme ça, on s'assure que le nouveau propriétaire n'est pas tenu à une dette qui n'est pas à lui. Et aussi, on peut avoir une hypothèque aussi, une hypothèque légale, donc qui vient par-dessus tous les autres, les banques et tout ça, pour le non-paiement des frais communs, là, des frais de condo. OK, fait que tu parlais de cotisation spéciale. Est-ce qu'il y a des red flags à savoir quand tu achètes un condo? Est-ce qu'il y a un document absolument à savoir, une information à vérifier? Oui, ben en fait, c'est sûr, c'est au notaire, encore une fois. Donc, nous, on envoie le document, comme je te dis, ben, en tout cas, moi, je fais ça, j'envoie un document, il remplit. S'il y a des cotisations spéciales, par exemple, je sais pas moi, qui sont pas encore, qui sont en processus, on n'a pas encore décidé ce qu'il en est, ben, le notaire, c'est à lui d'informer l'acheteur pour lui dire, regarde, il y a des cotisations spéciales, c'est comme ça que ça fonctionne. Et une cotisation spéciale, en fait, c'est que, c'est par exemple, il y a une certaine situation spécifique. Ok. Par exemple, il y a un problème avec la toiture. Et la toiture doit être réparée. Puis peut-être que le fonds de prévoyance, donc ça, c'est un fonds qui, justement, à partir des frais de condo, on vient mettre de l'argent dedans dans le cas de situations importantes. Le fonds de prévoyance, peut-être, ne permet pas de couvrir en entièreté la reconfection de la toiture. Alors, on va devoir avoir une assemblée des copropriétaires pour être capable de voter un budget. Et ce budget-là sera voté. Et on va venir, OK, par exemple, il y aura une cotisation spéciale pour être capable de refaire la toiture d'un montant de $200 ou 200, 300, 400, 8000, 5000, peu importe, par chaque copropriétaire pour être capable de refaire la toiture. Parce que quand on est copropriétaire, on a notre partie privative, Exact. donc notre unité, la porte numéro 2, mais aussi on fait partie d'un plus gros ensemble. Donc des parties communes qu'on peut utiliser, comme par exemple le lobby, s'il y a une salle de billard, on peut l'utiliser, une salle de gym et tout ça. Donc les cotisations spéciales nous permettent de venir couvrir pour toutes les dépenses qui sont communes propres à l'immeuble en son ensemble, qui peut-être le fonds de prévoyance ne pourrait pas couvrir, ou peut-être qu'on ne voudrait pas le faire couvrir par le fonds de prévoyance et qu'on veut les payer à partir de certaines modalités de paiement qui sera incombée à tous les copropriétaires de l'immeuble. Fait que c'est un montant, mettons que la toiture doit être refaite, il n'y a pas assez dans le fonds commun, tous les propriétaires doivent payer un montant. Exactement. Fait que ça, tu veux pas Mais que ça soit c'est transféré. voté. En fait, c'est voté, puis il y a un budget qui est fait, puis le tout sera voté, puis après ça. Fait que le but, c'est on veut pas que... Que ça soit transféré à l'autre propriétaire. Là. Exactement. Règle générale, s'il y a une cotisation spéciale qui a déjà été votée, qui est due et exigible, c'est le vendeur... OK. Exactement, c'est au vendeur de la payer. Mais des fois, c'est en processus. On n'a aucune idée de ce qui se passe. Hmm. Donc, c'est à nous d'aviser les acheteurs, de leur dire telle Ils sont chose, au courant, quels sont les peut-être un risques. montant à Et prévoir. exactement, ils peuvent dire ah mais c'est correct, tu sais, ça fait partie de la game, on achète un condo et tout. Mais ça se peut qu'il y a certaines personnes qui disent non, moi je veux pas l'acheter parce que je sais pas à quoi est-ce que je m'engage. Et je préfère attendre que le budget soit voté ou que la décision soit prise avant de prendre une décision par rapport à ça. T'as-tu suivi la situation à Beaubriand? Là? Il y avait comme des blocs de condos que plein de monde qui ont fait faillite. T'as dit quelque chose au Faubourg? Là? Est-ce que c'était pas celui qui avait... C'était un projet en construction, puis il y a eu plusieurs ventes, puis finalement, ils l'ont pas... Ça c'est pas arrivé à terme, puis les gens ont perdu leur argent. Non, ça me dit rien, mais ça me semble intéressant. Ouais. C'est quoi cette histoire-là? Ben en fait, il y a certaines personnes que je connais, c'est qu'ils avaient acheté sur plan. OK? Puis là, ce qui s'était passé, c'est que, bon, on a acheté sur plan, c'était en train de se faire construire et tout. Puis là, finalement, le promoteur ou bien la personne l'entreprise qui est en train de construire a fait faillite. Ben là, quand une personne fait faillite, c'est difficile de réclamer quelque chose qu'on n'a plus. Fait qu'il y a Ouais. plusieurs personnes, ouais, il y a eu des gens qui ont perdu leur argent ou bien leur dépôt initial par rapport à la propriété, là. Je connais pas énormément les détails, mais c'est quelque chose que j'avais entendu parler Ouais, dans ça, mon c'est de la cercle. merde. Puis, ouais, c'est fou, là. Puis, c'est pour ça que quand on achète des propriétés qui sont neuves, peut-être juste faire attention, demander à son notaire avant de s'engager peut-être ou de chercher un conseil juridique par rapport à toutes les choses qu'on devrait faire attention. Comme je disais, tu sais, le rôle du notaire ou du conseiller juridique en son ensemble, ça peut être un avocat, mais là, je parle d'un notaire parce que j'en suis un, c'est peut-être de venir voir, OK, qu'est-ce qu'il en est? Si je veux acheter une propriété qui est neuve, est-ce qu'il y a certaines choses que je dois faire attention? Certains flags, comme tu avais dit, des red flags, quelque chose à quoi je devrais... Des pièges à éviter, des choses à Exact, regarder c'est ça, avant. exactement. Fait que c'est quelque chose qu'on devrait faire attention toujours, là. 100%, mais je suis d'accord, parce que comme je disais, c'est une zone grise que les gens, le notaire, ils savent pas vraiment, même qu'ils savent pas vraiment que ça existe, à part rendu là dans la transaction. Là. Ouais, non, c'est ça. Puis, encore une fois, tu sais, je peux jamais le répéter assez souvent. S'il y a quoi que ce soit, si la personne est dans une transaction, le notaire est pas là uniquement pour représenter l'acheteur.
Et c'est quelque chose que les gens pensent, ah, c'est C'est l'acheteur vrai, qui a ça. choisi le notaire, dans le cas où C'est il y a son le fiancé. acheteur, c'est son notaire. C'est son notaire, Ouais. c'est lui qui le représente, mais c'est pas le cas réellement. OK? En fait, nous, on est des conseillers juridiques, des officiers publics, donc on est neutre, on est impartial, on est là pour conseiller toutes les parties à une transaction. Alors, si le vendeur a une situation quelconque, il peut me la mentionner. Comme que moi, j'ai l'obligation aussi de lui aviser s'il y a quelque chose qui sera à son désavantage ou il y a quelque chose où son droit serait peut-être lésé. C'est de mon obligation de l'aviser. La même chose pour la banque. Si la banque, moi, je représente aussi les intérêts de l'institution financière. Ça Donc, représente tout le monde, dans le fond. tout le Là. monde. Dans une transaction immobilière, je représente tous les parties à l'acte. Que ce soit pour le financement qui est la banque, que ce soit le vendeur ou bien l'acheteur, je représente tout le monde. Et j'ai des responsabilités envers chacun d'eux. Ouais. Puis si tu représentes la banque, entre autres, il t'envoie les instructions financières de la banque t'envoie ça. T'envoies souvent. Qu'est-ce qui arrive si t'arrêtes de payer ton hypothèque? Ouais, ben, ouais, ça c'est une des choses qui est super. Le recours que tout le monde connaît, là, la chose la plus importante, ben, la plus grave, c'est la, la banque peut venir saisir la propriété pour non-paiement. Donc, c'est vraiment la conséquence ultime par rapport à ça. Évidemment, avant d'arriver à ça, il va y avoir des intérêts sur les intérêts, des pénalités, des choses comme ça. Mais le recours maximal que la banque peut avoir contre la personne qui ne paye pas son prêt, c'est justement euh, la, sais- reprendre possession, donc prendre l'immeuble qui a un défaut C'est- dessus et de la revendre. Et généralement, ils la revendent à moins cher juste pour s'en débarrasser et de reprendre leur argent. C'est ce qu'on appelle la reprise de finances. Exact. Et aussi, tu avais mentionné qu'est-ce qui arrive si Tu payes pas. ne paye pas son hypothèque. Mais il y a une distinction à faire. OK? Donc, on a l'hypothèque et le prêt. Le prêt, c'est l'argent. C'est s'il ne repaye pas son prêt. Donc, le prêt, c'est par exemple, toi, tu es la banque X. Tu me prêtes 600 000 pour que je puisse acquérir une propriété. Cette somme-là, c'est le prêt. Donc, c'est le 600 000 Ce 600 000 $-là, il est assorti d'une hypothèque. Donc, c'est la garantie. OK. Donc, c'est une garantie qu'on Tout le vient monde se mettre. mélange avec ça. Exactement. Même moi. Ouais, donc c'est une garantie qu'on vient mettre. C'est une garantie plutôt que la banque prend ou l'institution financière prend pour garantir le remboursement du prêt ou de la dette du débiteur, donc de la personne qui a pris l'argent. Donc, elle a une créance envers William. Donc, toi, tu viens prendre un argent. Moi, je suis la banque, tu as pris de l'argent de moi. Donc, moi, j'ai une créance. Toi, tu dois me rembourser cette somme-là. Donc, Ouais, le ouais. prêt est de 600 000 et tu dois me rembourser ce prêt-là. Et qu'est-ce qui vient me garantir que tu vas le rembourser? C'est cette hypothèque. Donc, c'est Ok. ce droit que je viens mettre sur ta propriété. T'en vois souvent les gens qui peuvent plus payer? Moi, personnellement, j'en ai jamais vu encore. OK. Dans ma pratique, j'en ai pas vu, mais c'est sûr, c'est quelque chose. Puis les gens avaient super peur, surtout récemment, là, avec C'est la ça, hausse des taux. Exact, c'est ça, je me demandais. Euh, mais je parlais beaucoup avec des personnes qui travaillent dans le domaine du financement. Puis ils m'ont dit, avant d'arriver à ce recours ultime, les banques n'aiment pas y arriver. Donc, ce qu'elles vont faire, elles vont étaler la dette. Il y a beaucoup d'étapes avant de se rendre à la saisie. Exactement. Donc, c'est pas quelqu'un qui ne paye plus, c'est quelqu'un qui n'a plus les capacités de payer à cause de l'inflation, comme on l'a vu récemment, avec l'augmentation des taux et tout ça. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont amortir la dette à plus longtemps. Et il y a Ils plusieurs, vont remettre ça sur 30 ans. par exemple, mettre- 30, 50 ans, OK, ils je le comprends. renégocient même Fait que les durant paiements le sont temps. plus petits. Là. Exactement. Et Je aussi, ce qui comprends. arrive, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui avaient des taux variables. Et il y a comme plusieurs styles Ça fait ouais, mal, plusieurs produits. Ah, Il y a ouais. plusieurs produits. Et l'un d'entre eux, c'était que justement, tes paiements restent les mêmes, malgré que le taux fluctue. Mais une portion va aller sur intérêt, une portion va sur le capital. Puis par portion, tu veux dire 95% du montant. Ouais, mais là, là maintenant, ce qui se passait, c'est que j'avais parlé avec certaines personnes, puis c'est avant, par exemple, ils repayaient sa dette dans 30 ans, maintenant, ils voient le signe de l'infini. À cause de l'augmentation des taux, mais Tu évidemment. fais juste payer l'intérêt, zéro capital. Ouais, ouais. Ça, c'est pas Mais, le fun. ouais, non, c'est pas le fun. Puis en même temps, c'est la situation. Puis, tu sais, je te relance la balle. Les gens, maintenant, je sais pas comment ça se passe, mais j'entends souvent ça. C'est que les gens disent, ah, maintenant, je vais pas acheter, je vais attendre parce que les taux vont diminuer. Oui, Ouais, les taux vont diminuer, mais le prix va augmenter. exact. Donc, c'est est-ce que. C'est un notaire qui le dit. Ouais, ben, regarde. Mais je suis 100% d'accord parce que Ouais, il y a combien de monde qui attend, qui attendent puis qui disent moi je vais attendre que ça baisse. Mais là, quand ça va baisser, tout le monde va se pitcher. Là. ben, Tout le monde va exactement. faire des offres, ça va faire comme au début de la pandémie. Ben, c'est ça. Puis moi aussi, quand j'ai acheté ma propriété avec ma femme, il y avait pas de surenchère, là. On l'a acheté en janvier. Maintenant. Cette année? Ouais, on l'a C'est tout récent? Ouais, c'est récent. On l'a Ok. acheté en janvier, puis rien. Genre, on est arrivé, OK, on a même négocié, puis ça s'est bien passé.
Mais là, pourquoi? Parce que les taux sont élevés. Tu sais, Exact. la majorité des gens disent, ah, il y a plein de gens qui ils pourraient payer. OK, les paiements sont plus élevés, bien entendu, là, avec des taux d'intérêt de 5-6%, mais je vais attendre, les taux vont baisser, je suis d'accord, mais quand tu vas aller visiter une propriété, tu vas avoir 2, 3, 4, 5 offres. Ouais, c'est ça l'affaire. Est-ce que tu vas C'est- payer plus cher Exact. rendu là? Est-ce que tu es capable de mettre ça sur une balance et de voir qu'est-ce que tu veux faire, quel type de transaction Exact. tu vas avoir, puis quels seront tes paiements ultimement, là. Et moi, je dis tout le temps, le meilleur moment d'acheter, c'est quand tu es prêt puis quand les paiements mensuels font du sens. C'est quand tu as Exact. trouvé une maison qui fit dans tes budgets. Parce que si tu attends, il y a des gens qui attendaient au début de la pandémie en disant ça va crash. Oh my God, ouais, Ça va ouais. crash. Mais là, pendant 4 ans, ils ont perdu Ça quoi? a monté exponentiellement, là. C'est ça. Fait que tu sais, est-ce que, en même temps, j'ai pas de boule de cristal, est-ce que ça va crash? Peut-être. Peut-être ça va crash, peut-être ça Mais crashera regarde, pas. personne sait. On n'est C'est pas. ça. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des prédictions, puis tu sais, c'est beaucoup. Mais même là, tu sais, il y a la moitié qui disent une prédiction, l'autre moitié ça. qui disent que l'inverse. Fait que là, qui qu'on écoute? C'est difficile. Ouais. C'est difficile à être capable de se placer. Comme tu l'as dit, c'est si on est capable de prendre une décision, si on est confortable avec les paiements. Exact, si le budget mensuel. Alors, c'est sûr, mais c'est sûr qu'il y a aussi il y a certains indices qu'il faut prendre en considération aussi. C'est Ouais. pas juste, ah, OK, ouais, je dis n'importe quoi, j'ai 10 000 à mettre par mois, je vais le mettre, puis on s'en fout, puis on Non, regarde c'est pas ça. Il derrière. faut que ça fasse du sens. Mais il faut que ouais. ça fasse du sens avec la situation économique du Ouais. pays ou bien de la province. Puis, Ouais. Parce que c'est drôle parce que j'ai une notaire qui m'a dit, je pense que c'est un mois, je passais au notaire avec des acheteurs, puis la notaire disait j'ai jamais vu autant de transactions où est-ce qu'il y a des membres de la famille ou des frères et sœurs, des amis, transigent entre eux. non, mais qui viennent se rajouter sur l'acte de prêt hypothécaire parce que avec les taux, là, ta Ouais. capacité d'emprunt diminue, les paiements sont plus chers, tu qualifies pour moins. Mais là, tu veux ta maison à tel prix. Fait que là, faut qu'il soit plusieurs sur Ouais, l'achat. puis, ouais, là, moi, bon, il y en avait des fois, oui, il y avait des co-emprunteurs ou bien des cautions qui sont mises pour ce genre de choses. Mais, ouais, c'est quelque chose j'ai lu beaucoup là-dessus, là. C'est peut-être quelque chose qui va se faire de plus en plus à cause que le pouvoir d'achat diminue ou bien n'augmente pas comparativement au prix de Exact. l'immobilier. Alors, c'est une réalité qu'on va peut-être devoir s'habituer, là. Ouais. Comment tu trouves ça à date, le podcast? Ben, j'adore ça. Comme tu le vois, c'est quelque chose que je fais Mais toi, régulièrement. t'es un pro, là, zéro Ouais, stressé, c'est quelque chose que tu je fais parles. régulièrement, tu sais. Ça fait que pour moi, c'est comme si je rencontrais quelqu'un, puis Ouais. je suis en train de discuter par rapport à tout ça, là. Mais je suis content que tu es venu aujourd'hui. Ben oui, man, merci de m'avoir reçu, merci. Plaisir, parce que là, on a fait le tour, mais il y a des points que je veux peut-être garder pour un prochain. Ouais. Les gens qui veulent te rejoindre, comment que ça fonctionne? Où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? C'est quoi tes informations? Ben, ils peuvent me rejoindre s'ils veulent directement. Tu sais, sur Facebook, je suis là, donc ils peuvent Ok. m'envoyer un private message, là, un DM. Sinon, il y a aussi... Vincent Attala, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vincent Ok. Attala, ils peuvent me rejoindre là facilement. Puis sinon, on peut me contacter à mon numéro de téléphone. Si vous voulez, on pourrait peut-être le mettre en bas Ouais, de je vais la le mettre dans vidéo. les commentaires. Puis mes coordonnées, si jamais ils veulent me contacter, ce sera mon plaisir, là. Fait que pour se marier aussi, là, je comprends bien. Ah ouais, ça aussi. Fait que c'est pas juste c'est pas juste transaction immobilière. Je fais beaucoup Ok. de planification successorale et je fais de la célébration de mariage. Donc autant mariage qu'union civile. Évidemment, il y a certaines distinctions entre l'un et l'autre et des effets que ça peut avoir. Mais ouais, je fais ça aussi, là. All right. Ouais. Merci d'être venu, Merci Vincent. à toi, man. Très Merci apprécié. beaucoup. Merci.